Le 27 octobre 2023, un collégien de 12 ans décède suite à la vaccination anti-papillomavirus avec le Gardasil 9. D'après l'autopsie, son décès serait dû à une chute en arrière suite à un malaise lié à sa vaccination. Le ministre de la Santé affirme qu'il pourrait s'agir du stress provoqué par la vaccination et pas du tout du produit en lui-même. Quoi qu'il en soit, personne ne nie que c'est bien l'acte qui a entraîné le décès. Autrement dit, sans la campagne de vaccination, cet enfant serait encore en vie. Toute campagne de vaccination entraîne son lot d'effets indésirables, comme les malaises ou les chocs anaphylactiques. Dès lors, lorsqu'une campagne de vaccination visant 850 000 élèves de 5e et même 2,6 millions de collégiens de 11-14 ans est lancée, on peut être certain qu'il y aura des problèmes, même pour des effets indésirables rares de l'ordre d'1 pour 100 000 doses. La question se pose alors, le risque en vaut-il la peine? En 2019, Santé publique France a publié une étude rétrospective des cancers, à partir des données de 1990 à 2018. En 2018, 204 583 nouveaux cancers ont été détectés chez des hommes et 89 621 hommes sont décédés de cancer. Pour les femmes, ce sont 177 433 nouveaux cancers et 67 817 décès. Parmi ces cas et ces décès, isolons ceux en lien avec le fameux papillomavirus. Pour cela, un très joli site internet, papillomavirus.fr, nous informe des connaissances de la science sur le lien entre ce virus et les cancers. Ce site est réalisé par le laboratoire Merck, MSD, créateur et vendeur du vaccin Gardasil censé protéger contre ce fameux virus. Voilà donc une information parfaitement neutre et objective, c'est de l'ironie. Au moins, en prenant cette source, on est certain de prendre l'information qui va vendre au maximum leur vaccin et donc surestimer au maximum l'importance du papillomavirus. On ne pourra donc pas nous taxer de minimiser les choses. D'après Merck, chez les hommes, les papillomavirus seraient responsables de cancers du pénis, de l'anus, de la bouche et de la gorge. Selon Santé publique France, les cancers du pénis représentent 0 mort par an et les cancers de l'anus, 0 mort par an. Et ça n'est pas beaucoup. Pour ces deux types de cancers, le gain mesurable d'une vaccination sera donc forcément de 0. Du côté des cancers lèvres-bouche-pharynx, Santé publique France annonce 2898 décès. Merck prétend que le papillomavirus serait responsable de 4% à 34% de ces cancers. Il faut vraiment avoir aucune honte pour oser donner un intervalle aussi large. Cela signifie juste que personne n'en sait rien puisqu'il n'y a pas assez de données. Une autre source, toujours de Merck, prétend que les papillomavirus seraient à l'origine de 60% des cancers de la gorge. Ces derniers sont présentés en troisième cause, derrière la consommation de tabac et la consommation d'alcool. Si c'est la troisième cause, cela signifie que les deux autres sont à l'origine de chacun de plus de 60% des cancers de la gorge. Merck a donc expliqué au bas mot 200% des cancers de la gorge. Voilà donc un cancer plus que totalement compris. Merci la science. Toujours est-il qu'il faut absolument accuser les papillomavirus de causer les cancers de la gorge, puisque sans ça, il n'y a pas la moindre justification à leur traitement préventif. Avec son affirmation de 4% à 34%, Merck peut péniblement compter entre 100 et 1000 décès par an liés au papillomavirus chez les hommes. Donc entre 0,1% et 1% des décès par cancer, ce qui est parfaitement ridicule. Et vu qu'il décède en France 300 000 hommes tous les ans, entre 100 et 1000 décès, cela ne représente qu'entre 0,03% et 0,3% des décès des hommes. Toujours d'après Merck, chez les femmes, les papillomavirus seraient responsables de cancers de la vulve et du vagin, de l'anus, du col de l'utérus, de la bouche et de la gorge. Pour les cancers de la vulve, du vagin et de l'anus, Santé publique France nous annonce 0 décès en 2018. Donc 0 intérêt pour le vaccin. Pour le cancer lèvres-bouche-pharynx, on trouve 917 décès, 2 fois moins que chez les hommes, et 1117 décès du col de l'utérus. Comme pour les hommes, le cancer lèvres-bouche-pharynx ne serait lié au papillomavirus qu'entre 4% et 34% des fois, mais pour le col de l'utérus, Merck annonce 100%, pas moins. Bon, manque de chance, il m'aura fallu qu'un échange au sujet du Gardasil pour tomber sur une famille endeuillée qui me raconte l'histoire d'une femme décédée des suites d'un cancer du col de l'utérus, sans qu'aucun papillomavirus n'ait jamais été trouvé. Une exception suffit à faire tomber ce 100%.
Il va falloir creuser ce point. Cela dit, même en admettant ce 100%, cela fait entre 1200 et 1500 décès par an liés au papillomavirus pour les femmes. Cela représente 2% des décès par cancer chez les femmes et 0,5% des décès tout court. Ce n'est donc pas une priorité de santé publique. Il reste à discuter de l'âge des personnes décédées. Pour les cancers du col de l'utérus, une étude de Santé publique France sur les données par âge en 2000 nous informe que l'âge médian du diagnostic est de 51 ans et que la mortalité est très faible chez les femmes de moins de 70 ans, moins de 5 décès pour 100 000 femmes. Elle augmente ensuite plus régulièrement pour atteindre 15 décès pour 100 000 femmes chez les 85 ans ou plus. Autrement dit, il n'y a pas de différence de survie visible pour les femmes à cause d'un cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'âge et de taux tout à fait normaux pour un décès. La courbe des décès en bleu grimpe à partir de 70 ans, tout simplement parce que les femmes atteignent des âges où l'on décède. À 70 ans en France, en 2000, la mortalité est de 1800 pour 100 000. La partie droite de la courbe reflète juste la grande réalité de la vie. Quand on avance en âge, on finit par mourir, qu'il y ait un cancer du col de l'utérus ou pas. Autrement dit, même si on supprimait le cancer du col de l'utérus, il y aurait toujours autant de décès, mais on mettrait autre chose sur le certificat. Et enfin, la petite bosse au centre de graphique autour de 50 ans ne représente qu'un tout petit nombre de décès, mais surtout il s'agit de l'arrivée massive des baby-boomers, cette énorme génération née à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70. En 2000, les boomers avaient en effet entre 35 et 54 ans. Et on trouve la trace des boomers sur toutes les statistiques de mortalité, même la mortalité générale, qu'on trouve à partir des chiffres de décès par âge et de population par âge réalisés par l'INSEE, et que je mets à disposition de tous pour comprendre les enjeux de mortalité et d'espérance de vie. La bosse de mortalité accompagne les boomers tout au long de leur vie. De nombreuses explications sont possibles. La plus simple, c'est que la population des boomers est peut-être légèrement sous-estimée. Cette dernière n'est qu'une estimation statistique. Et une sous-estimation de la population va entraîner une surestimation de la mortalité, et donc on va voir une bosse. Le constat est encore plus flagrant pour les cancers de la gorge, pour lesquels l'âge médian de détection est de 64 ans, d'après une étude de Santé publique France. Les auteurs s'émeuvent que le pronostic est nettement moins bon pour les personnes diagnostiquées à 80 ans que pour celles diagnostiquées à 50 ans. Et lever le nez de sa copie quelques secondes devrait permettre de réaliser que le taux de mortalité par an des personnes de 80 ans est 12 fois plus élevé que celui des personnes de 50 ans. Point barre. Cette terreur du cancer créée dans la population depuis le début des années 2000 semble trouver une origine très simple. Les boomers commencent à arriver aux âges où on a des problèmes de santé. Dès lors, les médecins ont vu déferler cette nouvelle génération dans leurs services et ont conclu à une vague épidémique de cancer, alors qu'il s'agissait d'une vague de vieillissement naturel. Une génération qui n'a pas connu la guerre et qui arrive en masse à l'automne de sa vie en refusant de réaliser qu'elle a une fin. Elle se réfugie alors dans les bras protecteurs de l'industrie pharmaceutique qui lui promet la vie éternelle en la débarrassant, pour un prix exorbitant évidemment, de chacune des causes de mortalité. Ces mêmes boomers qui en 2020 ont atteint 75 ans et pour lesquels il était nécessaire d'enfermer toute la population, de la masquer et de la vacciner, même les enfants. Nous vivons au rythme de la peur de la mort de la génération majoritaire aux urnes. Pourtant, pour les femmes et encore plus pour les hommes, il est évident qu'une campagne d'éradication du papillomavirus n'aura pas la moindre chance de donner un résultat visible sur la mortalité. Même si Merck a raison sur le papillomavirus et même si son vaccin est efficace à 100%. Pour qu'il soit envisageable de lancer une campagne d'éradication à grande échelle, il est nécessaire que la solution ait deux propriétés. Premièrement, il faut qu'elle soit quasiment gratuite, car son coût pour la société multiplié par le nombre d'individus doit être inférieur à ce que coûtent les soins de quelques milliers de personnes concernées. Deuxièmement, il faut qu'elle soit absolument sûre. Vu l'extrêmement faible pourcentage de personnes concernées par des effets graves prétendument liés au papillomavirus, le moindre petit risque ne peut pas valoir le coup. On ne fait pas porter un risque de manière volontaire avec une intervention médicamenteuse pour prévenir quelque chose qui n'arrive que très rarement, c'est parfaitement stupide. Pour la gratuité, on repassera puisque Merck vend son produit 123,44 € la dose. Le gouvernement dit vouloir vacciner une génération complète chaque année, donc 800 000 gamins, avec 2 doses. Ça fait 200 millions d'euros par an. Cela représente plus de 2700 emplois à 6 000 € par mois. On peut en ouvrir des services d'hôpitaux avec une telle somme. Il n'y a plus d'argent pour l'hôpital et on sait où il est.
Pour la sécurité, ce qui s'est passé en Loire-Atlantique devrait alerter. Les malaises ou réactions allergiques peuvent entraîner des drames, même indirectement. Et vu le faible nombre de malades et de morts que l'on prétend combattre, il est tout bêtement impossible de justifier un traitement plus invasif que la tisane à la camomille. Et sur la base de cette très simple considération, jamais une campagne vaccinale n'aurait dû avoir lieu. Maintenant qu'elle est quand même là, il convient de découvrir jusqu'où va le mensonge de façon à comprendre le pouvoir de l'industrie pharmaceutique. Les virus sont décidément les plus grands ennemis de l'humanité. La folie du Covid-19 nous a révélé la puissance et le fonctionnement d'une théorie virale débridée. L'histoire a démarré fin 2019 à Wuhan, ville chinoise de 6 millions d'habitants, où ont été recensés 44 malades d'une infection pulmonaire. En plein hiver, donc à une période où cette pathologie est fréquente, et en plein pic de pollution aux particules fines. Pour les ayatollahs du virus, aucune autre explication n'était envisageable qu'un nouveau virus qui allait décimer l'humanité. Un laboratoire a alors réalisé un séquençage sur un malade pour publier le 7 janvier 2020 la séquence de l'accusé, le SARS-CoV-2. Cette séquence est en fait reconstruite à partir de tout le matériel génétique trouvé sur le malade. Il ne s'agit pas d'une séquence qui existe d'une seule traite, et à ce jour, aucun autre laboratoire n'a été capable de retrouver cette séquence. Le 2 février 2020, l'IHU de Marseille a déclaré avoir trouvé une séquence correspondant à 86% au SARS-CoV-2. Cette dernière a été déclarée comme le variant de Marseille. On a pris ces particules, on a fait leur séquence en séquençage, et quand on séquence, on tombe sur une séquence qui est très très proche de celle qui avait été publiée par les Chinois. C'est pas exactement la même, parce que le virus, entre-temps, il a été un peu modifié, mais ça ressemble au virus des Chinois. Pour mémoire, un humain a 98% de gènes en commun avec un chimpanzé et 85% avec une souris. La chaîne trouvée à Marseille a donc autant de rapports avec le SARS-CoV-2 qu'un humain en a avec une souris. Quand on cherche des virus, on ratisse large. La séquence de Wuhan a permis de fabriquer et de vendre partout sur la planète les fameux tests RT-PCR. Des millions de tests ont été réalisés en France permettant prétendument de savoir si une personne était infectée par le coronavirus. Concrètement, il s'agissait de vérifier si l'échantillon prélevé possède un fragment spécifique de la séquence de SARS-CoV-2. On le rappelle, séquence qui n'est qu'une reconstruction théorique d'une chaîne réalisée à partir de morceaux trouvés sur un seul malade atteint d'une infection pulmonaire en Chine. Et la réalisation à grande échelle de ces tests nous a permis de découvrir que pendant bien des mois, la majorité des personnes sur lesquelles on trouve ces fameux virus, les tests positifs, étaient en parfaite santé. Ici, en encadré en rouge, on voit toutes les périodes où il y avait beaucoup plus de personnes en parfaite santé, c'est-à-dire asymptomatiques parmi les testés positifs, que de personnes malades. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas tout le temps, sinon on aurait pu se servir de ce test à l'envers. Bon, il semble bien totalement aléatoire. Et au lieu d'avouer l'absence de rapport entre ce bout de virus et la maladie, on a déclaré ces cas positifs comme étant des malades asymptomatiques. Reprenant la formule du Dr Knock, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et inversement, les vrais malades, ceux avec des symptômes, ont présenté en majorité des tests négatifs. Ces résultats auraient dû faire tomber définitivement la croyance que ce qui est appelé virus est seul responsable de la maladie. Malheureusement, le business de l'industrie pharmaceutique est aujourd'hui axé sur la chasse au virus. En effet, lutter contre la maladie ne rapporte pas suffisamment, il y a trop peu de malades dans la population à chaque instant, alors que lutter contre les virus, chez tous les individus, même ceux en parfaite santé, voilà qui rapporte gros. C'est ainsi que l'industrie a intérêt à faire disparaître la notion de malade pour la remplacer par celui de cas positif. Le test permet de déclarer n'importe qui comme malade de façon à le mettre sous traitement. Et enfin, puisque chaque virus a son vaccin, le fait de déclarer toute maladie comme étant causée par un virus permet de commercialiser le vaccin correspondant. Les rhumes ne sont pas les seuls à se faire assigner un virus comme seule cause possible, ça commence à arriver avec les cancers. Voici venir l'avènement des vaccins contre les cancers, et on n'arrête pas le progrès, ni les rentrées d'argent pour Big Pharma. Difficile de remonter jusqu'à l'origine de l'affirmation que les papillomavirus sont la cause de cancer. En remontant dans la littérature, on tombe souvent sur la grande étude de 2013, maladie humaine associée avec une infection au papillomavirus. Même dans le titre, on ne parle que d'une association. Et c'est un problème en science de prouver la causalité de quelque chose.
Cet article scientifique ne montre qu'une corrélation et suppose la causalité vraie. On peut lire, au cours des dernières décennies, la cause associée du HPV avec le cancer du col de l'utérus, mais aussi avec une augmentation du nombre de carcinomes épidermoïdes sur des sites spécifiques a été reconnue. Aucune source n'est cependant citée pour étayer cette affirmation. Ce que l'article montre, c'est que l'on trouve des signatures de papillomavirus sur les verrues. Pour être précis, on en trouve sur tous les types de verrues. Sur la peau des doigts, des pieds, des orteils, du visage, dans la bouche, sur l'anus et au niveau de l'utérus. L'article fait mention de plus de 200 variantes du papillomavirus. Certains types seraient plus spécifiques à certaines parties du corps qu'à d'autres. On retrouve toutefois le même biais de confirmation concernant l'étude des virus pour ces verrues que pour les virus des maladies respiratoires. La médecine s'intéresse d'abord aux malades. Dès lors, les résultats présentés concernent en majorité des malades pour lesquels la découverte d'un papillomavirus sera considérée comme une cause. Pourtant, on peut lire, les infections des muqueuses associées au type de HPV alpha sont plus fréquentes que les HPV cutanés, et la majorité sont asymptomatiques. Autrement dit, tout le monde a du HPV sur les muqueuses sans pour autant avoir une verrue ou un cancer. De la même manière que les tests Covid-19 ont trouvé des virus partout et en grande majorité chez des gens en parfaite santé, dans un cas comme dans l'autre, le virus incriminé ne répond à aucune définition d'un pathogène. Seulement quand on veut absolument accuser un papillomavirus, on en trouve un. Il y en a tellement qu'on a le choix. L'étude propage ensuite une erreur d'interprétation en affirmant que plus de 99% des cancers du col de l'utérus contiennent de l'ADN du HPV. Bien que la proportion associée à des types spécifiques de HPV à haut risque, HR-HPV, soit différente selon les pays et présente des variations démographiques, ethniques et socio-économiques. Or, on trouve dans la méta-analyse originale datant de 2010, et qui a dû compiler 243 études étalées sur 20 ans pour réussir à trouver assez de données, ça donne une idée de la rareté du problème, dans l'ensemble, la prévalence de tout type de HPV, HPV16 et HPV18 était respectivement de 99,9%, 56,6% et 16%. Ainsi, le plus de 99% vient plutôt du fait que certains totaux de l'article sont au-dessus de 100%, puisque les recherches trouvent plusieurs types de HPV sur les malades étudiés. C'est une erreur grossière de compréhension des statistiques. En fait, dans la seule étude citée, pour avoir une idée de la prévalence, on a finalement 10% de cancer de col de l'utérus sans le moindre HPV détecté. C'est un coup assez dur pour la théorie du pathogène. Et pour la prévalence du HPV16 et le fait qu'il est plus souvent trouvé que les autres, il faudrait être certain que ce n'est pas tout bêtement celui qui a été le plus souvent cherché. Pour finir, l'histoire racontée par les vendeurs de vaccins, les politiques et les médias est que les papillomavirus sont transmis lors d'un contact sexuel. Or, une étude menée en 1990 montre pourtant qu'on trouve du HPV chez la moitié des filles vierges. En résumé, on trouve des papillomavirus partout, sur la peau, sur les muqueuses, chez des personnes avec ou sans activité sexuelle. Quand on en trouve sur les verrues, on les accuse de causer les verrues, et quand des cancers se développent, on accuse les verrues dont on accuse les papillomavirus d'être la cause. Citons Gérard Delépine, chirurgien orthopédiste, oncologue et statisticien. On n'a jamais réussi à créer un cancer chez une lapine en infestant son col de l'utérus par des HPV, alors qu'on fait apparaître un cancer cutané en badigeonnant de goudron la peau d'un lapin. Les HPV se comportent donc possiblement comme de simples témoins d'une activité sexuelle importante et ou d'une immunité déficiente et sont accusés d'être coupables de cancérisation parce qu'ils sont présents sur les lieux. Possibles témoins innocents du cancer. Mais un virus, on l'a dit, c'est bien, parce qu'un virus, c'est potentiellement un vaccin, et un vaccin, c'est une grosse somme d'argent. Le tour de passe-passe de l'industrie pharmaceutique pour vendre ses produits est assez simple. On substitue la maladie à un autre critère. Pour le cas du Covid-19, les fabricants n'ont jamais promis que leur vaccin protège du fait d'être malade. D'ailleurs, il n'existe aucun symptôme spécifique au gloubi-boulga appelé Covid-19. Mais il protège contre le fait d'avoir un test positif. Il a été démontré par Christine Coton ou OpenVaet que l'essai clinique de Pfizer s'est arrangé pour trouver des tests positifs chez les non-vaccinés et pas chez les vaccinés. Le vaccin protégeait le patient du fait d'être déclaré Covid, autrement dit d'être testé correctement. Ensuite, lorsque les vaccins ont été distribués dans la population, le pass sanitaire puis vaccinal a permis de toujours tester beaucoup plus souvent les non-vaccinés que les vaccinés et ainsi faire croire à une efficacité du vaccin. Le vaccin protège très bien contre le fait de se tester et pas d'être malade.
Cette pseudo-efficacité a d'ailleurs été stoppée le jour même de la fin du pass sanitaire. Cela est révélé par le graphique donné par Guillaume Rosier. On voit très bien qu'avant la fin du pass sanitaire, les non-vaccinés sont plus nombreux à avoir des tests positifs, à être déclarés positifs parce qu'ils se testent plus souvent, alors que le jour même de la fin du pass sanitaire, les courbes basculent et cela devient les plus vaccinés qui deviennent les plus positifs. Pour le Gardasil et les autres vaccins contre le HPV, il s'agit du même glissement de critères. Il est impossible de réaliser un suivi de cohorte dans le cadre d'une étude clinique qui suivrait des jeunes filles vaccinées à l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge médian d'apparition du cancer 35 ans plus tard. Cette simple considération montre qu'aucun laboratoire ne pourra jamais prouver l'efficacité du vaccin précoce sur l'apparition de cancer. Une méta-analyse a été publiée en 2020, Avantages et inconvénients des vaccins contre le virus du papillomavirus humain, revue systémique avec méta-analyse des données d'essais issus de rapports d'études cliniques. Ces conclusions sont parfaitement claires. Après 4 ans de suivi, les vaccins contre le HPV ont diminué les précurseurs du cancer et les procédures de traitement liées au HPV, mais ont augmenté les troubles graves du système nerveux, analyse exploratoire, et les dommages généraux. Étant donné que les essais inclus étaient principalement conçus pour évaluer les avantages et n'étaient pas suffisamment conçus pour évaluer les inconvénients, il n'est pas clair dans quelle mesure les avantages des vaccins contre le HPV l'emportent sur leurs inconvénients. L'accès limité aux rapports d'études cliniques et aux données d'essais avec les formulaires de rapport de cas a empêché une évaluation approfondie. Encore pire et plus explicite, après 4 ans de suivi, les vaccins contre le HPV n'ont pas diminué le nombre de cancers liés au HPV, 7 dans le groupe vacciné contre le HPV contre 3 dans les groupes de comparaison, ou le nombre de décès 2 contre 1. Il y a donc davantage de vrais cancers et de décès dans les essais cliniques chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Et c'est parfaitement aberrant dans un essai qui précisément va suivre de près les cancers des femmes. Imaginez les dégâts en population réelle sans suivi particulier. Ainsi, l'épluchage complet des essais cliniques montre que les critères retenus arrangent l'industrie. On ne regarde pas l'apparition de cancer, mais la simple apparition d'une verrue, d'un carcinome non forcément cancéreux, sur lequel on ne retient que le fait qu'il contienne du HPV. Il suffit de trouver moins de HPV dans le groupe vacciné pour déclarer un vaccin efficace. Dans les faits, en sommant les résultats des 24 études, on trouve, après 4 ans de suivi, les vaccins contre le HPV ont réduit le carcinome in situ lié au HPV, 367 dans le groupe vacciné contre le HPV contre 490. Trouver 367 au lieu de 490 n'est pas exceptionnel. Le nombre de petits arrangements possibles pour arriver à ce résultat est extrêmement important. Le nombre de participants est de 100 000, suivi pendant 4 ans. La principale conclusion devrait être, comme pour les vaccins anti-Covid, qu'il y a trop peu de cas et de bénéfices visibles sur le critère étudié pour envisager la moindre généralisation du produit. Ainsi, même avec un critère arrangeant, qui n'est pas celui des cancers du col de l'utérus, on ne peut pas justifier une vaccination de masse. C'est toute la différence entre l'efficacité relative, toujours mise en avant par l'industrie pharmaceutique, et l'efficacité absolue. L'efficacité relative ne prend en considération que les cas positifs. Ainsi, en considérant qu'il y a autant de vaccinés que de non-vaccinés dans l'étude, l'efficacité relative est de 1-367 divisé par 490, c'est-à-dire 25%. Ce qui signifie, en 4 ans, les vaccinés ont 25% de chances en moins d'avoir une verrue avec un test positif au HPV. Mais pour cela, il a fallu suivre 100 000 personnes. Donc, de manière absolue, le risque pour les vaccinés est de 367 divisé par 50 000, soit 0,7%, et le risque pour les non-vaccinés est de 490 divisé par 50 000, soit 1%. L'efficacité absolue est donc de 1% moins 0,7%, soit 0,3 points. Et encore, les scientifiques cités annoncent que 90% de ce type de verrue disparaissent spontanément. Donc, le gain absolu pour le cancer est à diviser par 10, soit 0,03 points. Et un cancer n'amène pas nécessairement au décès, et quand ce dernier a lieu, c'est majoritairement au-delà de 70 ans. Il est donc tout simplement mathématiquement impossible d'envisager d'observer le moindre gain dans la population après une vaccination de masse au Gardasil.
Au passage, nous notons que Merck promettait une superbe efficacité de son Gardasil 4, censé protéger les femmes contre 4 types de papillomavirus prétendument majoritairement responsables des cancers du col de l'utérus. C'est même encore pire en regardant spécifiquement les résultats des essais cliniques du Gardasil présentés au comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes, le VRBPAC, en 2006. Ce document a été obtenu par FOIA et révèle que la promesse d'efficacité relative n'était déjà que de 17%, et même pas significative. Pour finir sur cette histoire d'efficacité, chacun peut constater que le laboratoire Merck s'est senti obligé de revenir quelques années plus tard avec le Gardasil 9 contenant 9 types, au vu du succès colossal de son premier vaccin. Un peu de bon sens nous permet de juger assez simplement les promesses du passé pour évaluer celles du présent. Du côté des effets indésirables, les auteurs constatent que les troubles du système nerveux et les troubles généraux sont significativement plus élevés dans le groupe vacciné. Les événements indésirables et les morts sont également plus nombreux, mais pas assez pour être significatifs. On a donc des vaccins qui ont prouvé être néfastes et qui laissent planer la menace d'un danger grave, voire mortel. Ceci alors que les auteurs se plaignent du mauvais suivi des effets indésirables. On peut lire « Les préjudices graves ont été signalés de manière incomplète pour 72% des participants ». On se demande donc ce qu'un bon suivi aurait trouvé. Ajoutons que, pour éviter une comparaison trop défavorable, la quasi-totalité des essais cliniques du Gardasil n'utilise pas un placebo dans le groupe témoin, mais un autre vaccin. On peut lire « Presque tous les participants témoins ont reçu des comparateurs actifs ». 48 289 sur 48 595, soit 99%. Le Gardasil 4 a été testé contre un adjuvant aluminium et le Gardasil 9 a été testé contre le Gardasil 4. Et à chaque fois, le produit testé s'est révélé encore plus dangereux que le produit de contrôle. On comprend pourquoi ils n'ont pas essayé contre une solution saline. Le résumé de cette méta-analyse est assez simple. Les données des fabricants montrent clairement que leurs produits vont significativement rendre malades les vaccinés, sans donner le moindre bénéfice significativement décelable. Le tout pour un prix exorbitant. Les autorités de santé du monde entier leur ont toutes donné la même réponse : j'achète! La propagande autour de l'efficacité miracle du Gardasil sur le cancer du col de l'utérus illustre parfaitement la passivité totale des médias. Il suffit d'un message du gouvernement, l'Australie sur la voie de l'éradication du cancer du col de l'utérus, pour qu'il soit relayé dans toute la presse sans qu'aucun journaliste ne fasse l'effort de consulter les données publiques mises en ligne par les autorités de santé australiennes. Il est graphiquement parfaitement évident que le taux d'incidence du cancer du col de l'utérus a atteint son minimum en 2002. La baisse constatée entre 1990 et 2002 est attribuée à la généralisation du dépistage. Et depuis la vaccination, il n'y a pas la moindre baisse d'incidence, mais une relative stabilisation. Ce résultat est parfaitement conforme aux conclusions que nous avons tirées des essais cliniques. Les résultats au Royaume-Uni sont rigoureusement identiques. Il n'y a pas la moindre trace visible d'une quelconque baisse liée à la campagne de vaccination de 2008. La baisse pour les femmes de plus de 50 ans se poursuit et pour les 25-49 ans, la situation est stable. La hausse constatée entre 2000 et 2006 mériterait d'être approfondie. Il faudrait savoir si le nombre de dépistages a augmenté à cette période chez les jeunes femmes. Merck a commercialisé son produit en 2006. Cela signifie que les travaux ont démarré au début des années 2000. Pour vendre ce type de produit, il est vital que le nombre de tests positifs au cancer augmente de façon à faire croire à un problème de santé publique. On trouve la même création de panique du côté des tests Covid. Bien que l'efficacité soit, comme prévu, indétectable, ces vaccins ne sont pas sans effet. Depuis le début de la vaccination au Gardasil 9 à l'automne 2003, l'ANSM déclare avoir mis en place un dispositif de surveillance renforcée. L'ANSM fait ce genre d'annonce régulièrement, comme pour les vaccins Covid. Dans les faits, la pharmacovigilance est toujours passive. Aucune enquête proactive n'est jamais lancée pour prendre des nouvelles des vaccinés. Vu le coût global d'une campagne de vaccination, il suffirait de consacrer un très faible pourcentage du budget pour réaliser une enquête solide. On note que la vérification de la sécurité des vaccins n'est pas une priorité des autorités. Les autorités attendent donc que les victimes ou leurs médecins reconnaissent eux-mêmes les effets indésirables et fassent eux-mêmes l'effort de les déclarer.
il s'ensuit une énorme sous-déclaration reconnue par les industriels du médicament. D'après eux, les effets indésirables déclarés ne représentent que 5 à 10% des effets réels. Donc, une surveillance renforcée signifie que la NSM attend passivement que l'information lui revienne, mais un peu plus fort. Malgré ce manque d'enthousiasme à chercher l'information, 846 effets indésirables graves ont été notifiés et confirmés médicalement, dont 4 décès, depuis le début de la vaccination au Gardasil 4 en 2006. À ce titre, l'association d'entraide aux malades de myofasciite à macrophages, qui se bat pour un retour des vaccins sans aluminium, assure un important travail de suivi et d'alerte sur la pharmacovigilance des vaccins. Évidemment, l'ANSM refuse de considérer que le vaccin est la cause du décès. On peut lire « Aucun de ces décès ne semble lié directement ou non à la vaccination, soit en raison de l'existence d'une autre cause, soit en raison d'un délai de survenue trop long pour retenir un rôle du vaccin. » D'une manière générale, on ne peut jamais prouver la causalité d'un médicament sur un effet indésirable. On peut juste noter qu'une personne se met à souffrir de quelque chose, de manière plus ou moins grave, et peut même décéder après la prise du médicament. Les industriels et les autorités de santé se contentent alors de faire l'autruche. Peu importe, la sous-notification reconnue par l'industrie pharmaceutique signifie que si 4 décès sont remontés par pharmacovigilance, cela signifie qu'une estimation reconnue par l'industrie pharmaceutique est plutôt de 40 décès. Les 4 décès notifiés ne font pas forcément partie de ces 40 décès, mais ils sont les révélateurs du problème. Pour les effets indésirables graves, il y a eu environ 7,4 millions de doses de Gardasil 4 distribuées entre 2006 et 2020. D'après la pharmacovigilance, cela fait 11,4 effets indésirables graves remontés toutes les 100 000 doses. En comptant la sous-notification et en considérant que le gouvernement conseille 3 doses pour être vacciné, cela fait 3,4 effets indésirables pour 1000 enfants vaccinés. Un taux d'effet indésirable de 0,3% pour un gain absolu de 0,03 points. Le risque est tout simplement 10 fois trop grand. En Australie, grâce à une requête FOIA demandée par Surya Arbi, nous savons que, dès 2007, le comité consultatif sur les effets indésirables des médicaments, la DRAC, s'inquiète. On peut lire « Il a signalé que les taux de réaction anaphylactique au vaccin contre le HPV semblait être en l'ordre de 10 à 20 fois plus élevé avec le vaccin contre le HPV que les taux habituellement rapportés pour les vaccins. De manière encore plus visible, le décès est reconnu comme effet indésirable possible du vaccin par la FDA qui le mentionne directement dans la notice américaine. La FDA admet faire porter le risque d'un décès pour gagner une protection totalement anecdotique. Le terme corruption est le plus souvent entendu comme soudoiement. Il signifie aussi décomposition ou pourriture, lorsque l'on fait état de la corruption d'un cadavre par exemple. La corruption de la médecine peut s'entendre aussi bien dans un sens que dans l'autre. La folie Covid en est un formidable révélateur. Il est essentiel d'en comprendre les fondements pour décrypter l'absurdité d'une grande partie de la médecine moderne. La population vieillit et les baby-boomers arrivent, tous en même temps, aux âges où l'on décède. Nous vivons la crise de panique existentielle de toute une génération. Une génération qui a peur de la mort, et donc de la maladie, du terrorisme, de la guerre, des aléas climatiques, et à qui le pouvoir fournit un coupable à tout cela, l'autre. Il faut donc masquer les jeunes, les vacciner, les empêcher de consommer, de se reproduire, les enregistrer, les surveiller, et les envoyer faire la guerre. Sur le seul aspect santé, la médecine a été entièrement redéfinie. Soigner, c'est normalement la rencontre entre un malade et un médecin. Un médecin qui, avec sa sensibilité, sa connaissance, son expérience, va prendre une décision pour améliorer l'état de santé du malade. Chaque être humain et chaque état appelé maladie étant unique, la part d'empirisme est colossale. Il s'agit d'une science humaine, ou plutôt d'un art, et pas d'une science dure. Il est bien évidemment parfaitement impossible d'industrialiser un tel système. La médecine moderne a réalisé le tour de force de répondre à la peur de la maladie de la population tout en prenant le contrôle du processus. La médecine moderne s'appuie sur des tests totalement déshumanisés. Chaque patient peut régulièrement subir un test.
Il se dit qu'il a échappé au pire quand son test est négatif et devient officiellement malade avec un test positif, même quand il est en parfaite santé. Le test positif est relié à un protocole que le praticien suit en fermant les yeux. Il est totalement accessoire de laisser des médecins dans un tel système. Un algorithme et un robot seront bien plus efficaces et rentables pour appliquer ces tâches sans discussion. Le pendant de ces tests est évidemment la vaccination. Un acte dit préventif et dont l'efficacité est uniquement basée sur des tests cherchant des marqueurs comme des prétendus virus. Peu importe que jamais personne n'ait prouvé la moindre causalité entre le virus et la maladie. Le schéma est ancré dans les esprits et toute velléité d'en sortir s'accompagne d'un bannissement de la société. L'escroquerie intellectuelle du garde d'asile est rigoureusement la même que celle des vaccins anti-Covid. Et ce n'est pas un hasard ou une coïncidence, ce ne sont que deux révélateurs du fonctionnement total de la médecine de notre époque.